Merci. Madame Le Pen. Oui, merci, Monsieur le ministre. Alors, moi, je regrette un peu que l'Union européenne, une fois de plus, ait fait un peu fi du principe de non-ingérence en prenant position pour une manifestation dans un pays certes corrompu, mais des manifestations dont on sait qu'elles sont quand même en partie composées maintenant, c'est avéré, de milices néo-nazis et de partis d'extrême droite qui risquent de participer demain au gouvernement. Absolument. Oui, enfin bon, c'est un petit peu moyen, ça a quand même un peu rien à voir. Enfin, c'est un peu assez simpliste. Vous faites un peu comme les médias français, extrêmement simpliste dans l'analyse, mais c'est pas grave. Bon, la seule question que j'aimerais vous poser, c'est que là, en l'occurrence, la guerre civile n'est probablement pas finie. On sait que les intérêts de la Russie ont été contrariés. Si jamais il s'avère que la situation ne s'arrange pas et que la Russie décide de mettre des troupes à l'est du pays ou en Crimée pour éviter, on va dire, une forme d'otanisation du territoire ou pour défendre leurs intérêts en mer Noire, que comptera faire la France? Quelle sera sa position? Mesdames et messieurs les députés, d'abord, merci beaucoup de vos questions et merci à ceux qui les ont posées, merci à ceux qui ne les ont pas posées. Je veux leur présenter mes excuses, mais évidemment, parmi les institutions de la République, il y a le Conseil des ministres. Alors, ne croyez pas, et d'ailleurs personne ne le croit ici, sauf peut-être une ou deux, que les réponses soient toutes faites et acquises aujourd'hui. Nous sommes dans un processus de changement considérable. Et donc, il faudrait être bien aveugle et bien oublié de l'histoire pour croire que, parce que nous sommes mercredi du mois de février, les choses vont se passer de manière totalement linéaire. Il y aura des évolutions que ni vous ni moi ne peuvent totalement prévoir. Simplement, on peut essayer d'analyser la situation et d'avoir un certain nombre de principes. En même temps, il y a une dynamique propre. Je pense qu'il faut dire ça au début de toute réponse. Alors, d'abord, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu adresser compliments, non pas à Laurent Fabius, mais à ce que nous avons fait ensemble avec mes deux collègues. Et je pense que le groupe de Weimar est un groupe utile. Monsieur Vauzel a posé, il a dit « sera-ce facile ?» Alors ça, je peux vous répondre très clairement et en un mot, non. Ce sera extrêmement difficile, ce sera probablement long. Vous avez posé la question, qui est une question de philosophie, de stratégie politique et diplomatique. Est-ce que, compte tenu de la diversité, on peut assurer et même souhaiter, si j'ai bien compris votre question, l'unité et l'intégrité? Je pense que, particulièrement lorsque des pays sont d'une extrême diversité, il faut plaider pour l'unité. C'est le même problème, d'une façon diverse, que le problème dit des frontières dans des pays ou dans des continents comme le continent africain. Nous savons bien que le tracé des États est lié à des circonstances historiques, à des circonstances sociologiques, parfois même à l'arbitraire, parce que les choses ont été... Mais quand on commence à jouer avec la composition d'un territoire et d'un pays, à ce moment-là, on sait rarement où les choses s'arrêtent. Et même quand on le fait avec les meilleures intentions du monde, regardez ce qui s'est passé au Soudan, où la communauté internationale a dit voilà, il faut faire le Soudan Sud parce que ceci, parce que cela. Oui, mais regardez ce qui est en train de se passer avec les difficultés. Donc, je ne dis pas du tout qu'il faille méconnaître la diversité, elle est considérable, et vous avez mis l'accent sur un point central. Mais du point de vue de on pourrait appeler la philosophie politique, je pense qu'il faut que ces diversités puissent s'exprimer au sein d'un ensemble, et que si on commence à mettre en cause l'ensemble lui-même, là, on s'expose à beaucoup de difficultés. M. Mariani a posé lui aussi des questions très compliquées. Alors, vous avez dit, et je reprends vos termes, employant un langage commun, mais qui est tout à fait pertinent, est-ce que la Russie a le sentiment d'avoir été trompée? C'est ce que me disent mes collègues russes. En disant... alors, ça prend des formes différentes, mais... oui, on nous avait dit quelque chose, c'est autre chose, vous avez signé un accord, mais c'est quelque chose d'autre qui se passe. Non, je crois, en tout cas dans notre esprit, il n'y avait pas du tout
cette volonté de tromperie. Mais s'ils ont ce sentiment, il faut que les Ukrainiens, d'une part, le nouveau gouvernement, et nous-mêmes fassions effort pour les garder à bord, comme on dit, en traduisant les choses de l'anglais, parce que, évidemment, si les Russes prennent une position d'opposition, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, ça passe par un dialogue, ça passe par, entendre ce qu'ils disent. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais entendre ce qu'ils disent. Vous avez posé la question du parti Svoboda. J'ai dit que, les choses se sont passées ainsi. À la première rencontre que nous avons eue avec l'opposition, il y avait donc M. Klitschko, M. Lacheniouk, en représentant des deux principaux partis d'opposition, et il y avait le chef du parti Svoboda. Et il était là et il a dit, moi je souhaiterais participer à la discussion. Et nous avons demandé aux deux autres, est-ce que pour vous, ce représentant doit faire partie ou non de la discussion? Ce n'est pas à nous de décider. Et ils se sont concertés et ils ont dit oui. Simplement, vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut être extrêmement vigilant, à la fois par rapport à nous-mêmes et puis par rapport à ce qui est en train de s'esquisser en Ukraine. Parce que si ce parti reprenait les thèses les plus extrêmes et totalement inadmissibles qu'il a développées à un certain moment, il est évident que ça ne peut pas avoir notre soutien et il n'aurait pas du tout un soutien international. Madame Auroy, elle aussi posé la question, la rue, est-ce que tout ça est réglé? Non, si les choses étaient réglées, bien évidemment, ce serait beaucoup plus facile, mais tel n'est pas le cas. Vous avez soulevé la question de l'accord d'association. Effectivement, la question va devoir être soulevée. Alors, je crois comprendre que dans la nouvelle majorité qui s'est dégagée, il y a une volonté de signer l'accord d'association à la Rada. Hein. Maintenant, il va falloir voir comment les choses peuvent se présenter, comment tout cela peut être interprété. J'ai vu d'autre part dans une déclaration d'un dirigeant russe que celui-ci disait que, attention, si l'accord d'association est signé à ce moment-là, il faudrait que la Russie rétablisse des droits de douane de l'Ukraine vers la Russie, ce qui évidemment pénaliserait l'Ukraine. Donc, évidemment, l'accord, il est sur la table, mais il faut examiner de façon précise comment les choses vont pouvoir évoluer. Monsieur Rochebloine a posé la question du rôle de Mme Tymoshenko. D'abord, de l'ancien président Youtsenko, il est très silencieux, on ne l'a pas vu. Je pense que, on ne va pas lui prêter des intentions que j'ignore, mais s'il souhaitait d'une manière ou d'une autre revenir, ce qu'on appelle le Maïdan, évidemment, ferait qu'il aurait d'immenses difficultés. Mais il ne s'est pas signalé. Pour Mme Tymoshenko, donc, elle a été sortie de prison, elle est allée devant la place Maïdan. Là, elle est, je ne sais pas si elle est déjà ou si elle va aller en Allemagne pour se faire soigner. Bon, et puis, je n'en sais pas plus pour le moment. Évidemment, elle est en contact avec ses collègues ou anciens collègues de son parti, mais je ne sais pas davantage quelles sont ses intentions. En ce qui concerne les troupes, sur la Biélorussie, là, je ne sais pas, les situations sont différentes, je ne peux pas prévoir les conséquences. Madame Le Pen nous a confirmé, et cela a été salué avec plaisir par chacun, qu'elle était opposée à toute une série de mouvements d'extrême droite, et elle a posé, je reprends vos propos, et elle a soulevé une question très, très compliquée. Si des troupes russes intervenaient à l'Est, en Crimée, etc., quelle serait l'attitude de la France? Évidemment que ça poserait le sujet de manière tout à fait différente. Et ce vers quoi nous devons travailler, Madame Le Pen, c'est de faire en sorte qu'ils ne soient pas ainsi. Quand j'ai parlé d'unité, quand j'ai parlé de démocratie, quand j'ai parlé de solidarité, c'est pour faire en sorte que les Russes, notamment, soient à bord. Et je ne me place pas dans l'hypothèse la plus critique. Mais je reconnais humblement que nous n'avons pas aujourd'hui de certitude.
Assouli a dit comment réduire l'extrême droite, l'antisémitisme, et c'est un thème sur lequel est revenu aussi M. Meyer Habib. Je pense que la réponse est très largement dans les mains de ce que fera le nouveau gouvernement. À partir du moment où, avec notre appui, il arrivera à sortir l'Ukraine progressivement de ses difficultés, toute une série de risques reculeront. Si en revanche c'est le chaos et la violence, ce type de comportement inadmissible peut prospérer. Monsieur Bocquet a posé la question du poids des oligarques. Oui, il est grand là-bas. Ils sont très prudents dans leur expression publique, vous l'avez vu. Dans une des séances que nous avons eues avec M. Yanukovych, l'un des oligarques était là. Et il y a des oligarques aussi qui sont dans la nouvelle majorité. Je crois comprendre que, je ne sais pas si c'est une loi qui a été votée ou une volonté qui a été exprimée par Maïdan, mais il a été dit au cours de ces derniers jours que les 100 premières fortunes d'Ukraine ne pouvaient pas accéder à telle ou telle fonction. Mais je ne sais pas quelle est la nature juridique de ce que j'ai lu. Est-ce que c'est bon? Par ailleurs, ces personnes ont, d'après ce que je crois savoir, une partie importante de leur fortune à l'étranger. Et donc, là aussi, la question des sanctions peut se poser. Je pense que l'Europe a été bien inspirée en décidant le principe des sanctions sans fixer la liste nominative à ce stade, parce que chacun comprend, et nous l'avons dit, que nous regardons ce qui se passe et nous en tirons les conséquences. Et je vois à votre sourire que vous n'êtes pas loin d'approuver ce type de démarche. Et puis, M. Marceau, lui, alors je ne peux pas être d'accord avec M. Marceau parce que c'est une attaque que je ne peux pas laisser passer contre M. Sarkozy. Donc, vraiment, puisque... Enfin, vous remarquerez que je n'ai pas traité l'intervention de M. Lelouch, mais je vais le faire, pour terminer. Sur la question des visas, nous allons en délibérer bientôt, de même que sur la question de l'instrument financier. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être décidé évidemment unilatéralement par la France. Notre collègue, M. Sikorski, qui est un homme de grande qualité, a émis cette idée. Nous devons en délibérer. Quant à vos affirmations, M. Lelouch, alors que j'étais en Chine pour servir les intérêts de la France, on m'a fait passer un certain nombre de commentaires. Bon, au départ, ça m'a un petit peu peiné parce que j'ai de l'estime pour vous. Et puis, l'un de mes collaborateurs, qui s'intéresse à votre cas, m'a fait passer une petite liste de positions que vous avez prises dans des événements importants. Et c'est tout à fait votre droit. Par exemple, vous voyez, on remonte loin, dans cette affaire très, très importante qui est l'affaire de l'Irak. En février 2003, me dit mon collaborateur, vous avez fait cette déclaration qui reste. Tout le monde sait que depuis 25 ans, Saddam Hussein accumule des armes de destruction massive. Fin de citation. En 2008, avec les événements Afghanistan, vous avez prononcé cette phrase définitive, la France doit rester en Afghanistan. Et en 2013, au moment des événements du Mali, vous avez dit qu'il n'y avait pas de coalition pour aider la France. Je pense qu'une perspicacité aussi constante mérite d'être relevée. Et je veux non pas m'offusquer de ce que vous avez dit à propos de Maïdan et de l'Ukraine, mais vous remercier. Parce que la diplomatie, c'est quelque chose de très difficile. Et parfois, mes prédécesseurs, comme moi-même, nous hésitons sur le chemin à suivre. Eh bien, je veux vous remercier parce qu'au vu de cette liste, lorsque les ministres des Affaires étrangères, d'une façon générale, auront des hésitations, ils essaieront de connaître quelle est votre position. Et en prenant le chemin inverse, ils auront de grandes chances de ne pas se tromper. Merci.
Mitterrand qui disait ça de Voltaire.